Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver ce dimanche matin pour parler de mes lectures de la semaine et il y a pas mal de choses à voir parce que j'ai quand même pas mal lu, j'ai terminé certaines choses, j'en ai commencé et terminé d'autres et j'ai avancé dans pas mal de mangas, donc il y a pas mal de choses à voir. Je vais vous présenter ça tout de suite. Voici la pile, il y a de quoi faire comme vous le voyez, donc on va commencer sans tarder. Je vais commencer par les mangas, donc j'ai continué une suite de mangas que je vous avais montré la fois dernière je pense. C'est cette saga de l'attaque des titans. J'ai lu le 2, 3, 4 et 5 que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc j'ai bien avancé dans cette série et c'était vraiment top. Je les ai enchaînés les uns à la suite de l'autre, c'est vraiment très prenant. C'est une série vraiment très sympathique où en fait il y a eu un genre de catastrophe et l'humanité a été décimée par des titans, des géants en fait qui les dévorent. Donc il y a les humains qui se sont réunis à un endroit, qui ont construit une cité avec des murailles pour les protéger et ça a été plus ou moins efficace jusqu'au jour où il y a un titan vraiment beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient l'habitude de voir qui arrive et qui fait une brèche dans la première muraille. Donc c'est vraiment un gros souci évidemment. Les titans entrent, il y a des jeunes qui sont formés, qui sont entraînés pour combattre ces titans et on suit cette histoire. On va suivre un petit groupe de personnages et notamment un personnage principal qui s'appelle Eren, qui est très particulier. On va le voir dans le second tome si je me souviens bien. Mais c'est super intéressant, c'est très prenant. Par contre, il y a beaucoup de violence évidemment parce que on voit plein de choses. Il y a beaucoup de combats, donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, mais pour un public adulte, c'est vraiment très intéressant. Il y a plein de choses cachées. On sent que c'est une histoire qui est vraiment profonde, qui est bien construite et qui est vraiment très prenante. Donc j'ai lu les 4 tomes ici, les uns à la suite de l'autre et je vais retourner sans doute la semaine prochaine à la bibliothèque pour ramener cela et pour emprunter la suite si elle est disponible parce qu'elle n'est pas toujours disponible malheureusement. C'est une série qui a du succès de toute évidence, donc si elle est là, je prendrai la suite des tomes pour pouvoir poursuivre. J'ai également lu le premier et le second tome de l'extraordinaire apothicaire aux éditions Delcourt Tonkam qui est un de mes derniers achats, récents achats manga. Je pense que je vous les ai montrés dans le book haul qui est sorti mercredi. Si vous l'avez pas encore vu, je vous mets le petit i ici quelque part en haut. Et donc dans cette histoire, on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Sei qui va être invoquée par erreur dans un autre monde. Le but de ce rituel à la base était d'invoquer une sainte qui aura le pouvoir d'éradiquer tous les monstres qu'il y a dans cet autre univers. Alors il y a 2 jeunes filles qui vont apparaître lors de ce rituel, donc Sei et également une autre jeune fille. L'autre jeune fille va directement être emmenée par le prince et elle va être considérée comme la sainte et Sei va être laissée un petit peu de côté. Du coup, elle va être emmenée dans une partie du palais, elle va être traitée avec beaucoup d'égards et en fait elle va être très intéressée par les recherches, par la création de potions notamment et donc elle va se former là-dedans et elle va intégrer le laboratoire de recherche. Donc ça c'est en gros l'histoire et c'est vraiment très sympathique. J'ai bien apprécié ces 2 premiers tomes. Au niveau des images, on a ce genre de graphique et j'aime beaucoup le style, c'est très sympa. Sei est un personnage attachant, elle va bien sûr évoluer, elle va vraiment être très douée dans le domaine de création de potions et elle va rencontrer d'autres personnages, etc. Il y a des petits enjeux qui commencent à intervenir évidemment et je vous en dis pas trop, mais c'était vraiment très sympa. Je pense qu'il y a 8 ou 9 tomes actuellement de cette série, je sais pas combien elle va en comporter, mais j'ai bien apprécié les 2 premiers, donc c'est possible que je continue. Après c'est pas non plus une priorité actuellement parce que j'aimerais aussi terminer des séries que j'ai commencé depuis plus longtemps. Je suis un peu en retard dans l'atelier des sorciers par exemple et l'enfant et le maudit aussi, Shadow's House. Bref, j'ai d'autres choses à poursuivre dans lesquelles je suis déjà plus avancée, mais j'ai vraiment bien apprécié, donc c'est tout à fait possible qu'une fois que je serai un peu plus à jour dans mes autres séries que je continue celle-ci.
Alors une série que j'ai commencé aussi, c'est celui-ci, Blissful Land, le premier tome. C'est aux éditions Nobi Nobi et j'ai vraiment adoré ce premier tome. Je l'avais acheté sur Vinted avec un autre livre et du coup pour rentabiliser mon achat au niveau des frais de port, etc. J'avais pris aussi un autre petit manga qui était, il était à 1 € je pense, donc je me suis dit que c'était très bon marché. Que c'était très bon marché. Donc je l'ai pris, en plus c'est un manga que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment, donc c'était l'occasion et j'ai vraiment adoré. Je pense que celle-ci je vais la continuer. Il y a 5 tomes si je me rappelle bien et la série est finie, donc ce sera une petite série de manga. Et ici en fait on est au Tibet, au 18e siècle, on est dans un village, dans les montagnes et on va suivre un personnage, un jeune garçon qui est médecin. Il est passionné par son travail, il adore les plantes, c'est vraiment quelque chose qui le fascine et en fait un jour il va être présenté à sa fiancée. Sa fiancée va arriver dans le village, c'est un mariage qui est arrangé, il n'était pas au courant et il va faire la connaissance de cette nouvelle fiancée. Donc ça c'est pour l'histoire générale et c'était vraiment très sympa, très mignon. J'ai vraiment été agréablement surprise. On a ce genre de dessin, c'est très joli aussi, il y a beaucoup de détails. Vous voyez ici par exemple quand il est dans le genre de laboratoire réserve dans lequel il prépare ses potions, il y a beaucoup de détails et c'est vraiment tout doux, c'est tout mignon, il y a plein de belles valeurs. C'était vraiment très chouette. J'ai été vraiment très surprise, comme je vous l'ai dit. J'en attendais pas tant, je savais pas du tout de quoi ça allait traiter et franchement j'ai vraiment beaucoup accroché à ce premier tome et j'ai très envie de découvrir la suite. D'ailleurs je me suis déjà mis la suite dans mon panier, dans mon petit panier au cas où et j'ai pas encore craqué, mais c'est quelque chose qui me reste dans un coin de la tête parce que vraiment c'était très sympa, très agréable, une très chouette lecture. Et dernier manga que j'ai lu, vous voyez, on a eu quand même pas mal, c'est L'Imprimerie des Sorcières, le premier tome aux éditions Soleil Manga. Donc celui-ci aussi me venait d'un achat Vinted où j'avais pris un autre roman et j'en avais profité pour prendre ce petit manga que je ne connaissais absolument pas. J'ai vu que ça parlait de sorcières, d'imprimerie. Je me suis dit que ça pouvait tout à fait le faire. Là ici on va suivre Mika qui de nouveau a atterri plutôt dans un monde, dans un autre univers. Et dans cet univers, tout le monde possède un pouvoir magique. C'est la norme. Et elle, elle n'a aucun pouvoir, donc elle va décider de créer une imprimerie pour justement imprimer des grimoires qui vont reprendre toutes les formules magiques existantes. Et évidemment, son but, c'est de trouver à un moment donné un sort qui lui permettra de retourner dans son monde. Ça, c'est pour l'histoire en gros. Donc de nouveau, on est sur cette thématique de transfert dans un autre monde. Et j'avoue que j'ai été moins emballée par celui-ci. J'en attendais beaucoup et c'est vrai que j'avais apprécié le trait, les graphismes, etc. Ça me semblait très sympa de suivre cette jeune fille dans ce nouveau monde, mais je sais pas, ça m'a pas spécialement emballée. J'ai pas été emportée, donc Mika, en fait, pour accélérer la trouvaille, la découverte de la formule qui lui permettrait de rentrer chez elle, en fait, elle va créer un gros événement où elle va rassembler, en tout cas, elle va faire un appel pour que tous les mages, etc., se rassemblent à un lieu. De ce fait avoir plus facilement accès à plein de formules magiques pour créer le grimoire de sorcellerie et en même temps découvrir la formule qui lui permettra de rentrer chez elle. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps, en tout cas dans ce premier tome, je sais pas ce qu'il y en est pour la suite, mais on passe beaucoup plus de temps dans ce gros événement à rencontrer d'autres mages. Elle va gérer toute la logistique en fait autour de cet événement, donc l'aspect vraiment imprimé passe un petit peu en retrait. Elle est plus présente à la fin de ce premier tome. J'ai pas eu la suite, d'habitude je lis le 1 et le 2 pour me faire une idée. Ici il y avait seulement le 1 de disponible, donc peut-être que pour la suite à l'aspect imprimerie est plus mis en avant, mais ici on passait beaucoup trop de temps à mon goût, hein. C'est moi évidemment dans cet événement
autour de la magie et voilà, ça m'a semblé un peu long en fait, ça avançait pas beaucoup et ça m'avait semblé un petit peu long. Donc je sais pas du tout si je vais continuer, si je vais lire le second tome, enfin m'acheter plutôt le second tome pour voir ce qu'il en est et voir si c'est vraiment intéressant ou si je m'arrête là, je sais pas du tout. Donc je dois encore réfléchir. C'était pas une mauvaise lecture hein, mais voilà, j'attendais autre chose et ce premier tome ne m'a pas complètement convaincue. Alors j'ai également lu Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Flux, c'est une des enquêtes d'Anna Swenson aux éditions Le Cherche-Midi, c'est le 6e tome que j'ai dévoré et c'est un tome assez épais mais il a 2 histoires, donc on a Meurtre et biscuits au sucre et on a également Meurtre et cobbler aux pêches. Donc la première histoire est assez courte, je vais essayer de vous trouver ça, voilà. Donc en fait ça c'est la première histoire, vous voyez elle fait moins que la moitié et puis on a le cobbler, Meurtre et cobbler aux pêches qui suit. Donc on a une petite histoire au début et une plus longue par la suite. Donc ça c'est au niveau des histoires et dans le premier récit, eh bien on retrouve, enfin dans les 2 récits on retrouve Anna Swenson bien entendu. Qui est toujours la même, qui est le personnage qu'on apprécie, je suppose. Ben, si vous aimez cette saga, vous appréciez Anna. Et cette histoire se passe en hiver, donc c'est parfait pour la période, parfait pour janvier. Donc dans la première histoire, eh bien, un meurtre va être commis au cours d'un repas de Noël avec un couteau à gâteau assez précieux qui appartient à la mère de Anna. L'histoire démarre très vite, ça c'est l'intrigue en elle-même, il n'y a pas plus à vous en dire. Tout va se passer dans cette salle de fête, donc c'est quasiment un huis clos et l'enquête va se dérouler très rapidement et se clôturer aussi très rapidement. J'avoue que j'ai moins apprécié cette première histoire parce que tout allait super vite et il y a eu quelques petites facilités. J'aurais apprécié plus de développement comme c'est le cas habituellement. Donc voilà, c'était une petite histoire agréable, sympa, mais trop courte à mon goût. J'ai préféré la seconde histoire qui elle est déjà plus conséquente où là ben, de nouveau on se retrouve à Hidden Lake, on suit Anna, on suit les personnages qu'on a déjà rencontrés précédemment, notamment Andrea, la sœur de Anna, il y a Norman, il y a Mike, il y a la mère de Anna, etc. Vous connaissez tout ça. Normalement, vous connaissez tous ces personnages si vous connaissez cette série. Si pas, je vous invite à commencer cette série, bien entendu, avec le premier tome, vu qu'il est capital de les lire dans l'ordre. Mais ici, eh bien, Anna va avoir une concurrente. Donc, Anna dirige un salon de pâtisserie. Et en fait, il y a un autre salon qui va s'ouvrir juste à côté de chez elle et c'est ouvert par sa concurrente directe auprès du policier Mike parce qu'il y a une petite relation entre Anna et Mike, ce policier, et en fait la femme qui ouvre ce salon de thé juste à côté travaillait également avec Mike et apparemment elle avait des vues sur lui aussi. Donc il y a cette concurrence au niveau du travail. Anna gère assez bien la situation, je dois dire. Elle reste assez classe, assez posée, assez mature et évidemment un drame va arriver. Donc un meurtre va être commis dans le salon de pâtisserie concurrent et ben justement cette femme qui lui faisait concurrence va être retrouvée morte. L'enquête va commencer et en fait Anna va être suspectée étant donné que ben, elle a pas mal de griefs par rapport à cette femme et on va suivre l'enquête. Anna va devoir commencer à enquêter pour prouver son innocence et on va suivre comme ça la petite enquête. Donc j'ai beaucoup plus préféré, comme je vous l'ai dit, cette seconde histoire qui est mieux travaillée, qui est mieux construite, qui est plus qui comporte plus de pages aussi, donc c'est logique. Là c'était vraiment bien amené et j'ai beaucoup apprécié cette ambiance, cette petite intrigue. Alors oui, je trouve que ça commence à faire un petit peu long, le petit triangle amoureux entre Anna, Norman et Mike. C'est déjà le 6e et avec 2 histoires, donc quasiment la 7e histoire où ils se cherchent, ils se tournent autour. Anna a pas vraiment de préférence entre les 2 personnages et c'est vrai que là je commence à trouver un petit peu le temps long. Il est temps que ça
avance à ce niveau-là et que Anna fasse un choix. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, le style, ça se lit tout seul malgré la taille. Il est gros et c'est vrai que je me disais que j'allais prendre peut-être un peu de temps pour le lire. Il fait presque 600 pages, mais au final, je l'ai dévoré en 2 soirées, je pense. C'était clôturé, même pas. Donc vraiment, ça se lit tout seul, c'est prenant, c'est addictif et c'était vraiment un très très chouette moment. Donc je suis ravie de l'avoir terminé, surtout que j'ai encore d'autres tomes de cette série dans ma palle. Je pense que j'ai le 7 et même peut-être le 8 et le 9 est sorti. Donc comme je vous l'avais dit, je pense j'aimerais bien avancer et être à jour dans cette saga également. Donc je suis contente d'avoir pu lire celui-ci qui était très sympathique comme d'habitude. Alors j'ai également terminé Calderwood, c'est un premier tome, c'est écrit par Marilyn Pion, on est aux éditions Jeanne et Juliette. C'est un de mes livres qui est dans ma palle d'hiver et je pense que je vous l'avais déjà montré la semaine passée parce que c'était ma lecture en cours. Donc j'ai pu le terminer et c'était très sympa. Donc on est à Montréal en 1900 et on va suivre Florence Provenchère qui est une jeune femme qui va arriver dans la famille Calder, donc dans la maison Calder, afin d'obtenir un poste de dame de compagnie auprès de Fiona Calder, qui est la femme qui gère cette scierie, la Calderwood. C'est une scierie qui a été créée il y a plusieurs années par Fiona et son mari. Son mari est décédé il y a plusieurs années. Fiona est une dame âgée, mais elle tient toujours son entreprise de main de maître et ses proches, notamment sa petite fille, trouvent que voilà, avec l'âge qui arrive, sa grand-mère a besoin d'aide et notamment de compagnie, de soutien. Elle a besoin de quelqu'un et c'est pour ça qu'elle a fait venir Florence. Fiona, elle, n'a absolument pas envie d'avoir quelqu'un dans ses pieds. Et elle est pas du tout emballée par l'idée d'avoir une dame de compagnie. Elle en veut pas, donc les choses commencent assez mal. Florence, elle va arriver là-dedans. Elle va bien comprendre qu'il y a un petit conflit. Elle pensait que ce poste de dame de compagnie était souhaité par tout le monde, ce qui n'est pas le cas, mais finalement elle va quand même convaincre et elle va être engagée. Donc on va la suivre aux côtés de Fiona. Les débuts vont être assez difficiles parce que il n'y a pas du tout de relation de confiance, ni même de volonté d'en créer une. Et petit à petit, les choses vont évoluer, vont changer. On va comprendre que la Calderwood, donc l'entreprise, n'est pas vraiment en difficulté, mais il y a quand même des petits points noirs et le gros point noir c'est que Fiona, donc cette femme, attend avec impatience le retour de son petit-fils Grégory. Et en fait, elle espère que lui s'impliquera davantage dans la compagnie parce que c'est à ses petits-enfants évidemment qu'elle destine cette compagnie et ce petit-fils est introuvable. Il est parti en forêt et ça fait des semaines que plus personne ne l'a vu, donc il y a une inquiétude aussi par rapport à cela et à ce Grégory qui a une grosse place dans la vie de Fiona de la Calderwood et qui est absent depuis des jours, des semaines. Donc on suit tout ce petit monde, on suit tous ces événements et c'était ma foi très sympathique. On est dans une saga familiale comme vous l'avez compris, c'est un premier tome. C'est une saga familiale intéressante parce que elle se passe à Montréal, elle se passe dans les années 1900. Moi c'est une époque que j'apprécie. J'ai vraiment bien apprécié l'ambiance de ce premier tome. Les personnages sont bien construits et ils ont tous du caractère, vraiment. Donc c'est très sympa de retrouver des personnages avec du caractère, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. Florence a l'air d'être une petite chose toute frêle, mais elle se laisse pas faire, elle est intelligente, elle a des idées qu'elle affirme. Donc on a Fiona aussi qui est cette femme extrêmement forte, extrêmement dure,
qui a aussi un côté très généreux, hein, parce que tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle veut, c'est évidemment le bonheur de ses proches, tout ce qui lui importe, c'est sa famille. Donc on va découvrir aussi tous ses sentiments au fur et à mesure de l'histoire, mais ce sont vraiment des personnages très très forts, donc j'ai bien apprécié cet aspect également. J'ai beaucoup apprécié voir aussi la relation se construire entre Fiona et Florence. Au départ, ça commençait très mal, hein, disons-le clairement, et Florence va arriver à changer un petit peu le point de vue de Fiona et va petit à petit s'attacher. Elles vont toutes les deux en fait s'attacher l'une à l'autre, et j'ai beaucoup apprécié voir cette relation se construire. C'est très bien fait, c'est fait de façon crédible aussi. Ah, il y a juste le personnage de Grégory, donc ce petit-fils qui va à un moment donné revenir, mais qui m'a dérangée. J'ai pas beaucoup apprécié certains aspects de son caractère, certaines de ses réactions. Donc c'est le seul personnage qui m'a posé des petits soucis, mais à voir, parce que malgré tout il a quelques bons côtés qui rattrapent un peu les points négatifs, donc à voir pour la suite. Mais sinon j'ai apprécié, ça m'a un petit peu rappelé la villa aux étoffes, parce qu'on s'intéresse, je vais dire, aux maîtres de maison, mais également aux domestiques. Donc les domestiques vont également avoir des choses à dire et être présents dans cette histoire, donc j'ai bien aimé ces deux aspects qui sont très intéressants. Donc voilà pour cette ce premier tome que j'ai bien apprécié. La fin nous laisse dans un suspense, donc c'est pas très sympa, mais du coup ça donne envie de lire la suite. Je sais pas du tout quand la suite va sortir. Ah ben c'est mis ici. En 2024, donc le second tome apparemment sortira cette année-ci, donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que du coup j'ai très envie de poursuivre. J'ai également lu ce petit livre, Les loups chantants de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. C'est un emprunt bibliothèque qui fait 260 pages, donc ça s'est lu très très rapidement. Et au niveau de l'histoire, on va suivre Kira, qui est une jeune fille, qui est une gardienne, et elle va être soudainement frappée par un mal, par apparemment une maladie très grave qui va recouvrir petit à petit sa peau de glace, et ce phénomène va vraiment rapidement, donc d'ici quelques jours, quelques semaines, il est tout à fait possible qu'elle soit complètement recouverte de glace. Et afin de la sauver, Yuri, son frère, va décider de partir avec son attelage, ses chiens et son traîneau pour l'amener à l'hôpital, mais c'est un périple très dangereux, parce que déjà il y a la durée, c'est un voyage qui fait 1000 km, donc c'est pas la porte à côté, et en plus on est en plein hiver, donc un hiver vraiment glacial, vraiment dangereux, où généralement on ne quitte pas le village, parce que si on sort du village, on risque la mort avec ce froid. Le danger aussi, en plus de ce froid, vient des monstres qui peuplent le village aux alentours, et également vient des loups très spéciaux qui vont en fait les poursuivre et qui ont la capacité en fait de s'infiltrer dans la tête de Yuri. Notamment une louve, la chef de meute, va commencer à lui parler. J'ai pas trop envie de vous en dévoiler, mais du coup il y a tous ces dangers sur leur route, et il y a cette course évidemment contre la montre que fait Yuri pour essayer de sauver sa sœur Kira. Donc voilà, ça c'est l'histoire en gros. On a cette sœur frappée d'un mal qui doit aller à l'hôpital. Cette traversée dans l'hiver à travers une forêt dangereuse avec des monstres et avec ces loups très spéciaux. Et on suit ce voyage, on suit cette quête, on suit cette course. Donc ça c'est pour l'histoire. Et c'était vraiment sympa. Donc c'est parfait à lire quand il fait très froid, ou s'il fait très chaud et que vous avez envie d'avoir froid par exemple, parce que c'est très bien écrit, on ressent ce froid, on ressent ce vent, on ressent le blizzard, la neige, la glace, tout ça c'est très très bien écrit. On est vraiment dans cet hiver et on suit Yuri et sa sœur. J'ai beaucoup apprécié aussi le lien qu'il y a entre ce frère et sa sœur, qui est prêt à tout
tous les deux en fait sont prêts à tout pour sauver l'un et l'autre. On va voir qu'il y aura évidemment des difficultés sur leur chemin, il y aura des moments de découragement, il y aura des moments où ils auront envie d'abandonner, il y aura plein de dangers sur leur route et ils sont très très soudés, très attachés l'un à l'autre. Ils veulent vraiment réussir. Yuri fait vraiment tout pour sauver sa sœur, même s'il a ses propres fantômes liés à son passé qui le tourmentent, qui vont essayer d'un petit peu le faire dévier de son chemin dans un sens. Il reste très loyal envers sa sœur et elle-même aussi veut vraiment sauver son frère. Donc ça, c'était très sympa comme relation. On n'est pas vraiment sur un livre d'action. Alors, il se passe beaucoup de choses, mais l'aspect psychologique, l'aspect psychique même est très présent. Il y a un aspect fantastique dans cette histoire qui m'a plu, mais j'ai trouvé que c'était peut-être pas assez exploité parce que ça m'aurait vraiment intéressé d'en savoir un petit peu plus, d'avoir plus de réponses, notamment autour de ces loups chantants, d'où le titre. C'est une lecture qui est quand même assez noire, mais toujours avec beaucoup d'optimisme malgré tout et avec de belles valeurs. On a la persévérance, on a l'amitié, on a le courage, on a cet amour entre ce frère et sa sœur, donc il y a quand même des belles valeurs. Il y a la thématique de la nature qui est fort présente. C'est la première fois que je lis du Aurélie Wellenstein, mais j'avais entendu dire que c'était des thématiques qui revenaient régulièrement, donc ici on le sent aussi, bien entendu. Tout cet aspect qui tourne autour de la nature est bien présent. Comme je l'ai dit, je l'ai lu rapidement. C'est un livre qui fait 260 pages, donc ça se lit très bien. La plume est fluide, elle est prenante. Elle est addictive, il y a un rythme qui est là. C'était assez perturbant et intéressant parce que ici on est dans une histoire qui mêle en fait le réel et l'imaginaire. Ça va nous parler aussi de tradition, de folklore, de croyances, mais également de science et de faits réels. Donc j'ai bien aimé un petit peu ce mélange et la présence en fait de ces éléments. C'était vraiment très intéressant. C'est vrai que au niveau de la fin, je pense qu'il me manque quelque chose. C'est peut-être le seul petit point un petit peu négatif, c'est que j'ai pas été complètement convaincue par cette fin. J'aurais apprécié avoir davantage de pages et des choses qui expliquaient davantage en fait le système, le point au niveau des loups chantants. Cet élément m'a beaucoup intéressée en fait et je trouve qu'on reste assez en surface. Et j'aurais aimé plus de profondeur. Mais sinon, c'était une lecture très sympathique. Première lecture de cette autrice. Je pense que j'ai Les couleurs du désert, si je me trompe pas, dans ma palle, qui m'intéresse beaucoup également. Et il y a d'autres livres aussi d'elle qui sont à la bibliothèque, donc j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. C'est une autrice que je vais continuer de lire parce que j'ai bien apprécié. Donc voici pour cette lecture. Je passe maintenant à celui-ci qui est Les trois épouses de Blake Nelson aux éditions Pocket de Kate Quinn. C'était ma lecture audio de la semaine passée. Je l'ai terminée à présent. Je vous en avais déjà un petit peu parlé où je l'avais montré dans la vidéo de dimanche passé. Maintenant je l'ai terminé et donc dans cette histoire on va retrouver le corps de Blake Nelson, un homme qui a été de toute évidence assassiné et la question c'est de savoir qui l'a tué. Cet homme avait une vie assez différente étant donné qu'il avait 3 épouses. Évidemment, les soupçons vont très vite se porter autour de ces 3 épouses. On a donc Rachel, on a Tina et on a Emily. Rachel est la première femme, Tina la seconde et Emily la troisième et on va enquêter et suivre en fait ces 3 femmes. Donc c'est un roman choral, je pense que c'est comme ça qu'on dit, où à chaque chapitre on va suivre une de ces femmes. On passe de Rachel à Tina, ensuite à Emily et ainsi de suite. Donc à chaque fois on a les voix de ces femmes et on va découvrir avec elles quelle est la réalité des choses, qui a tué Blake Nelson, qui cachait pas mal de petits secrets également et qui avait une vie très
surprenante ma foi, très différente de ce qu'on voit habituellement déjà au niveau privé, étant donné qu'il avait ces 3 femmes et qu'ils vivaient ensemble dans une ferme très isolée du monde. Ça c'est pour l'intrigue, je vous en dis pas plus, mais sachez que j'ai vraiment adoré ce roman. C'était terrible, je l'ai dévoré, ça s'écoute, enfin moi je l'ai écouté, mais à mon avis ça se lit aussi parce que c'est tout le temps des chapitres extrêmement courts, c'est 1, 2, 3 pages. Donc ça s'enchaîne, il y a un rythme qui est là, c'est prenant. À chaque fois on entend la voix de ces différentes femmes qui ne savent pas en fait, on leur apprend que leur mari est mort. Elles étaient très dépendantes de ce mari qui suivait les règles du mari et de l'église mormone. Et donc un monde où il y a beaucoup de règles et un monde très particulier aussi. Moi j'ai bien apprécié parce que je m'y connais pas spécialement et c'est vrai que ce sujet m'a beaucoup intéressée. Je suis pas une spécialiste comme je vous l'ai dit, mais je trouve que c'est quand même bien expliqué à ce niveau-là. Donc je suis contente d'avoir lu cette lecture et d'en avoir appris davantage. Le rythme est vraiment top, c'est prenant, c'est très bien écrit, on a beaucoup de rebondissements, on va vers certaines pistes qui se révèlent finalement fausses, on nous dirige un petit peu à gauche, à droite, je n'ai pas vu venir la fin, il y a un rebondissement à la fin que je n'ai pas vraiment vu venir, il y a un certain moment mais vraiment juste avant le rebondissement où j'ai cru, il m'a semblé qu'une connexion se faisait, mais vraiment c'était juste avant le rebondissement, donc je peux pas dire que j'avais deviné avant, c'est juste que j'avais finalement pressenti quelque chose, mais c'était vraiment inattendu. Il y a énormément de secrets, on va en apprendre tout sur ces 3 femmes en fait, sur Rachel, sur les choses qu'elle cache par rapport à son passé, des choses horribles, elle a eu une vie extrêmement difficile, sur Tina aussi, qui a eu une vie très dure. En fait, ce personnage de Blake Nelson, de toute évidence, il choisissait des femmes abîmées par la vie, des femmes qu'il aurait plus facile à manipuler et à endoctriner, on peut le dire, je pense. Emily aussi, c'est un personnage qui est attachant et c'est un personnage qui est très fragile dans un certain sens. Donc j'ai beaucoup apprécié en fait découvrir ces 3 femmes, en apprendre plus sur leur vie, les suivre parce qu'elles ne vont pas vraiment comprendre, et puis il y aura des soupçons aussi parce que la police va les soupçonner, mais elles-mêmes entre elles vont commencer à se soupçonner. Et étant donné que il y avait des petites tensions entre elles, on pense que ces mariages, c'est la norme dans les communautés de Mormons, mais au final on reste des êtres humains et ces femmes avaient des jalousies, elles avaient des petites tensions, elles s'appréciaient pas toutes autant qu'il n'y paraît, donc on va un peu gratter et découvrir tout ce qui se cache sous le vernis, et c'était vraiment très bien amené, c'était vraiment top, je l'ai dévoré, c'était addictif, c'était prenant, franchement je vous le conseille, je vous le recommande parce que c'était vraiment très bien. Et enfin, j'ai terminé celui-ci, L'Empire du Vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Ça y est, je me suis boostée et j'ai dévoré la fin. J'ai encore mon petit marque-page magnétique. Donc en fait hier j'ai lu tout ça, donc je l'ai terminé d'une traite hier fin de journée et soirée. J'ai dévoré ce livre parce que je n'arrivais plus à le lâcher. Je m'étais dit que je voulais l'avancer et là c'était bon, j'étais dedans et c'était génial, c'était incroyable cette histoire, c'est un coup de cœur. Je comprends tout ce qu'on en dit, c'était vraiment exceptionnel. Donc je vous avais un petit peu expliqué. En fait, on rencontre Gabriel qui est un saint d'argent et qui va raconter son histoire à un vampire. On comprend qu'il est enfermé et le deal c'est qu'il raconte toute son histoire à un vampire. Ce qu'il va faire. Donc on va suivre cette histoire, on va passer du présent au passé, très loin, parce qu'il va nous raconter depuis le début quand il était jeune garçon, adolescent, puis quand il a été recruté, si je puis dire, pour devenir un saint d'argent, parce que Gabriel en fait a un sang particulier qui coule dans ses veines. Sa maman
a eu une relation avec un vampire et du coup Gabriel est né de cette relation. Sa maman était humaine. Donc les saints d'argent, ce sont ces êtres, ces hommes qui en fait ont un sang mêlé et qui ont du coup des aptitudes particulières et ils sont destinés à combattre en fait les vampires. Les vampires, on comprend bien que c'est un vrai fléau qui font la guerre à l'humanité et qu'il faut bien entendu les arrêter. Ce sont des créatures très dangereuses, très cruelles et il n'y a que les saints d'argent en fait qui peuvent faire quelque chose pour les arrêter. Donc on suit le destin et la vie de ce personnage Gabriel et je vous en dis pas plus parce que il ne faut pas, je pense, parce que c'était incroyable. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas encore lu, il faut le lire. C'est vraiment génial, malgré la taille. Et c'est qu'un premier tome. Le deuxième tome va sortir cette année-ci. Mais c'est génial. C'est superbement bien écrit. Là je comprends tout l'engouement qu'il y a autour et ça me donne très envie de lire aussi d'autres écrits de cet auteur. Il y a Nevernight qui m'attend, la trilogie. Il y a aussi le premier tome des Illuminati, des Illuminati, c'est pas la même chose. Et aussi Aurora Squad, je pense. Bref, j'ai d'autres écrits de cet auteur, mais j'ai adoré sa plume. C'est prenant, c'est addictif. Il y a 950 pages et je n'ai senti aucune longueur. C'est prenant du début à la fin, c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est très juste, c'est profond, il y a même des réflexions comme ça qui sont profondes, c'est génial, je sais pas comment vous le dire autrement. Le livre est très beau, il y a plein d'illustrations dedans, comme ceci en noir et blanc qui sont juste magnifiques. Les personnages sont bien construits, il y a de l'action, il y a tout. Vraiment, il y a tout et c'est parfaitement amené. J'ai adoré, vraiment, c'est terrible. Je vous le recommande, mais vraiment, c'est... Enfin, si vous aimez pas trop les vampires, je pense que ça peut même vous plaire parce que moi, j'étais pas spécialement, je suis pas une super fan des vampires. J'aime bien, mais à petite dose. Mais ici dedans, c'est travaillé d'une façon mais géniale. Et les personnages ils sont incroyables, vraiment. Il y a de la trahison, il y a de l'amour, il y a de la quête, il y a des choses tristes, mon Dieu, ce qui se passe dans la vie de ce personnage de Gabriel, il y a tellement de choses et on passe par plein d'émotions et on est attaché à ce personnage et pourtant c'est un personnage qui a des défauts, qui est très orgueilleux, qui est très fonceur, qui aime bien se mettre en avant, donc c'est pas spécialement des qualités qui sont appréciables généralement, mais ici c'est vraiment génial. Je pense que je l'ai déjà dit, hein, mais c'est le cas. En tout cas, moi, je suis convaincue par cette histoire, par ce premier tome que j'ai adoré. J'ai mis le temps pour le lire, mais c'est juste parce que je voulais lire d'autres choses en même temps et que je prenais pas le temps de le faire passer en avant. Donc ici, j'ai pris le temps et vous voyez, franchement, lire tout ça en une fin de journée et une soirée, j'étais à fond dedans. Alors certes, j'ai été me coucher un petit peu tard, mais en l'occurrence, je l'ai fait parce que c'était vraiment top et que j'avais envie de le terminer, que je me suis dit non, maintenant on ne laisse plus traîner, on ne laisse plus l'empire du vampire dans un coin. Et j'avais envie de le finir. Donc voilà, c'est chose faite, je suis ravie. Je pense que je vais me jeter sur le second tome quand il sortira et que je le lirai sans tarder parce que j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer. C'est une quête incroyable, il y a des enjeux incroyables. Je vais arrêter, je pense que vous avez compris que j'ai adoré. Donc voici pour cette lecture, la dernière lecture de la semaine, l'Empire du Vampire.
Alors, maintenant on va passer à mes lectures en cours, ce sera plus rapide normalement. Au niveau lecture audio, j'ai commencé le Lys de feu, qui est la prophétesse de Jacqueline Benson aux éditions Rivka, qui font des très beaux livres, c'est des livres reliés comme ceci, avec une jaquette. Le relié en soi est assez simple, vous voyez, il n'y a pas de fioritures. C'est comme ça, il est orange, mais je trouve ça très élégant, très joli, et ce sont des livres de qualité, le papier est vraiment confortable, et pour l'instant j'aime beaucoup, donc je suis ici, je suis au chapitre 9, ce qui fait la page 143, c'est un livre qui fait quasiment 600 pages si je me rappelle bien, et pour l'instant j'aime beaucoup, je suis vraiment bien dans cette histoire, c'est super intéressant, je vais poursuivre, mais en fait... Bon, pour vous mettre un peu le cadre, on est à Londres, on est dans les années 1900, 1910, 1914, je pense. Et on va suivre Lily, qui est une jeune fille qui a un pouvoir, c'est-à-dire que de temps en temps, elle a des prémonitions qui sont jamais très joyeuses et qui se réalisent tout le temps. Elle a déjà essayé de changer les choses, mais malgré tout, les choses se passent. Un jour, malheureusement, elle va avoir une prémonition concernant une de ses amies. Elle a pas beaucoup d'amis, ses parents enfin sa mère est décédée en tout cas. Elle a un peu un statut, pas de paria, mais... quasiment, j'entre pas trop dans les détails pour l'instant, mais du coup elle a pas beaucoup d'amis déjà à cause de sa condition, et en plus à cause de ce pouvoir, elle est très fermée évidemment parce qu'elle a peur qu'on découvre qu'elle a des prémonitions, et le jour où elle en a une concernant une de ses amies, elle est un peu paniquée et elle va chercher de l'aide, et je n'en dis pas plus. Voilà, donc ça c'est un petit peu... l'histoire de départ, et c'est très sympa. J'aime bien la plume, j'aime bien cette histoire qui est pleine de mystères avec des pouvoirs. C'est super intéressant, donc je vais continuer bien sûr. J'ai également commencé celui-ci qui est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict aux éditions Pocket. Ici, j'ai lu un tout petit peu, je suis au chapitre 5, ce qui équivaut à la page 67. Et ça a l'air très sympa, ça se lit bien. Je vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai lu que 60 pages. Donc, je pense pas que ça a grand intérêt. Je vous en parlerai sans doute un petit peu plus la semaine prochaine si je l'ai terminé. J'ai également commencé celui-ci qui est Le clocher de Noël et autres crimes impossibles. C'est aux éditions de l'Archipoche. Et en fait, on a plusieurs nouvelles, plusieurs histoires. Vous voyez, j'ai mis à chaque fois un petit post-it ici qui marque une histoire. Il y en a 13, c'est 13 meurtres en chambre close, et on a différentes auteurs. Ici, il est annoncé par exemple Conan Doyle, Maurice Leblanc, Chesterton, etc. J'ai lu la première histoire actuellement qui est Le suicide de Chiaros. Je suis à la page 41 et je me suis dit que j'allais piocher comme ça et lire une ou deux nouvelles par jour ou à voir selon ce qui me tente, mais je vais avancer comme ça sans le lire d'une traite parce que c'est à chaque fois des histoires différentes, mais j'aime assez le principe. Alors, je suis toujours dans Tuer la reine. Je pense que je vous en avais parlé la semaine passée. C'est le premier tome d'une couronne d'épines de Jennifer Estep aux éditions Lost Kingdom. J'ai bien avancé parce que je suis en fait arrivée à la deuxième partie qui est le signe noir. Donc, ça équivaut à la page 135. Ça, c'est, si vous vous rappelez, c'est un des livres qui a été sélectionné par mon copain pour les... 12 livres poche et 12 livres grand format à lire pour 2024. Donc voilà, je suis dans cette lecture et franchement c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié ce début, c'est très prenant, c'est très prometteur, donc je vais le continuer. J'avance également dans celui-ci qui est L'enfant de poussière. Je sais pas si je vous l'avais présenté la semaine passée, je sais plus. C'est le cycle de Sif, premier tome de Patrick K. Downey.
Bref, c'est aux éditions Au Diable Vauvert et là aussi j'ai un peu avancé. Je suis à la page 77. C'est une des reliques de ma palle, on peut dire. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et qu'il me tente. Donc là c'est bon, je l'ai sorti, je l'ai attaqué. Il faisait partie de ma palle d'hiver. Il fait partie de ma palle d'hiver. Donc j'avance et je sors un peu des livres de cette palle que j'ai préparée. Et pour l'instant j'aime vraiment bien. Je vais pas vous en parler parce que voilà, j'ai lu moins de 100 pages, mais c'est très sympa à suivre et ça a l'air aussi très prometteur, donc je suis ravie. Et dernière chose que j'ai commencé, oui, parce que je n'ai pas assez de livres en cours, j'ai commencé celui-ci qui est qui est La Maison sous la maison de Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane, qui est un de mes derniers achats. J'ai un petit peu commencé, je suis à la page 33 au chapitre 4. C'est de la jeunesse, il y a pas mal d'illustrations, donc ça va se lire assez rapidement, je pense. À mon avis, je l'aurai terminé d'ici dimanche prochain pour pouvoir un peu plus vous en parler. Et voilà, nous y sommes, on a fait le tour de mes lectures, faites de mes lectures en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie de votre présence tous les dimanches. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires. S'il y a des lectures dont celles que je vous ai présentées qui vous tentent, dites-le moi. S'il y en a certaines que vous avez lues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, dites-moi ce que vous êtes en train de lire. Ça me plaît beaucoup de savoir tout ça, comme ça je me mets des petites notes également quand il y a des choses qui m'intéressent. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.